construit dans un processus d'exclusion des histoires littéraires, de discrédit, voire de mépris pour son peu d'ambition universalisante et son rôle dans la confection de stéréotypes, malgré son importance, son important volume de production et de lectorat. D'une part, la littérature régionaliste a assurément figé des stéréotypes régionaux, déclare-t-il. Elle prend l'enracinement dans un terroir, dans le peuple, dans une culture qui serait spontanément issue du sol et de la tradition. D'autre part, elle a limité ses ambitions au clocher du village, alors que la littérature française est créditée d'une vocation universelle. Peut-être, en entendant ces propos, nous allons penser aux paysans de Balzac. Ce n'est pas la même chose. Les paysans de Balzac, même s'ils traitaient justement des coutumes, de la culture justement paysanne, ainsi de suite, mais répondant toujours à cette esthétique tant chérie par la critique française, celle de transmettre des valeurs, ainsi de suite. Or, la littérature régionaliste, justement, elle ne cherche pas à intégrer cette esthétique-là. Si vous voulez, elle met la ligne, elle trace une frontière entre ce qui est de l'éthique et ce qui est de l'esthétique. Or, la première littérature qui est justement plus valorisée par la critique, elle a occulté cela. Et si on se penche sur l'histoire de la littérature française au XIXe siècle, on voit que beaucoup d'écrivains se sont insurgés justement contre cette frontière-là. Et à leur tête, Baudelaire, quand il a écrit Les Fleurs du Mal, il a dit on ne peut pas être jugé pour ce qu'on écrit. Et plus tard, Proust, justement, il a parlé de cela. Il a dit il faut dissocier entre le moi social et le moi créateur. Donc, la littérature régionaliste n'est pas entrée dans ce débat-là. Au contraire, elle a favorisé plutôt le maintien de cette frontière. Comme je viens de le dire, de fait, la littérature régionaliste s'est probablement mise hors jeu au moment où, dans la lignée de Baudelaire, la modernité littéraire séparait fortement éthique et esthétique. Nous comprenons donc que le roman régionaliste s'oppose au roman dit parisien. La dichotomie centre et périphérie sous-tend une hiérarchisation des esthétiques littéraires, une esthétique du centre capital, reconnue par la critique, valorisée, et une autre, celle de la périphérie régionale, largement sous-estimée, rejetée, voire rejetée même. Dans ce vaste champ de la littérature française, on note l'apparition depuis une quarantaine d'années d'une autre littérature de la périphérie, qui est non régionale, mais celle de la banlieue française. C'est une littérature qui porte ses thématiques en stigmate de la relation de la France à ses colonies, dont une frange de la population s'est installée sur son sol. Cette littérature est ce qu'on a appelé dans un premier temps la littérature beurre. Ces écrivains puisent ces problématiques dans le tissu urbain de la banlieue française, à savoir plus spécifiquement la culture maghrébine héritée des parents et la culture française apprise à l'école de la Alec Hargreaves et Annie Gans ajoutent une dimension sociale à ce genre dans la définition qu'ils donnent. Ils proposent cette littérature est le fait d'auteurs tout en ayant grandi en France, où la plupart d'entre eux sont nés, ont hérité de leurs parents immigrés un patrimoine culturel et un statut social qui ont tendance à les distinguer de la masse de leurs citoyens français. Cette littérature est porteuse d'un marqueur socioculturel géographique fort. Elle est la voix de ce que la France ne voit pas ou refuse de voir grandir dans les zones généralement décentrées des grandes villes françaises, communément appelées banlieues. Une jeunesse d'origine maghrébine, alors souvent appelée, d'ailleurs stigmatisée même, la génération d'immigrés. Entre fiction et témoignage, cette littérature a permis à de nouvelles plumes de faire leur entrée sur la scène littéraire française,
tels que Mehdi Chaer, Ferida Belmoul et Nasser Ketan, et aussi Azouz Begg, que nous avons eu le plaisir de recevoir ici. Et dans sa présentation justement de ses écrits, il n'a pas manqué de revenir à son enfance dans la banlieue française, et il a dit: c'est ma revanche sur la France. Même en étant politique français, dans l'Élysée, encore une autre référence à la mythologie grecque, l'Élysée, la résidence des hommes vertueux. Si dans le champ de la littérature française, la littérature de la banlieue des villes françaises se constitue en une conséquence indirecte de la politique expansionniste de la France au XIXe et XXe siècle, il en est un autre champ littéraire qui se définit en soi en tant que résultat immédiat de la colonisation. Je désigne par ces propos-là la littérature francophone ou les littératures francophones. Comment définir cette littérature qui est porteuse dans sa dénomination même une forte charge idéologique? En fait, l'adjectif francophone provient du nom francophonie qui est employé pour la première fois par le géographe Onésime Reclus dans son ouvrage « France, Algérie et colonie ». Déjà, le titre de l'ouvrage est révélateur. Vers 1880, est paru en 1886 chez Hachette, où il a longuement travaillé. Il croit à l'excellence de la France et de sa langue et définit les francophones comme tous ceux qui sont ou semblent être destinés à rester ou à devenir participants de notre, comme il le dit, de notre langue. Breton, basque de France, arabe et berbère du tel, dont nous sommes déjà les maîtres. Déjà dans ses propos, on sent quand même un certain sentiment de suprématie. Donc c'est pour cette raison, j'ai dit, c'est vraiment idéologique. J'ai dit, et la critique aussi dit. Au-delà du critère linguistique, le nom francophonie se comprend sous le prisme de la domination politique, économique et militaire. Ainsi, avec Reclus, les mots étaient créés. La réalité était approximative, mais le sens général de la francophonie était donné, à savoir l'idée de regroupement sur une base linguistique en tenant compte des réalités géographiques nées de l'expansion coloniale de la France en Afrique, au Maghreb et en Indochine, ainsi que de l'expansion de la langue française en Europe et en Amérique du Nord, y compris les Caraïbes. Et pourtant, l'histoire des littératures francophones est en son essence une recherche de l'autonomie et de la légitimité par rapport à la littérature française. Je reviens juste à cela par rapport à l'explication. Le chercheur Josiah Semon-Young explique dans son travail sur la problématique des littératures francophones que dans un premier mouvement, la dépendance des littératures francophones à l'égard de la littérature française est telle que toute reconnaissance passe par Paris, le centre de la francophonie. Dès lors, toute activité littéraire converge vers le sens. C'est ce qu'il appelle le mouvement centrifuge. Le mouvement centripète est caractérisé par le mimétisme littéraire et l'ambivalence du discours critique, qui renvoie constamment à l'institution littéraire française. On pourrait dire que ces littératures ne sont pas autonomes. Se référer à un autre système de code, cette caractéristique persistera jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, quand les tendances autonomistes vont se confirmer, et faire place à des littératures nationales, qui s'affirmeront hors des canons esthétiques français. Et là, c'est un second mouvement qu'on appelle un mouvement centrifuge. Ce deuxième mouvement est le traçage
francophones qui les mènent à prendre leur distance vis-à-vis de Paris. Donc, avec le mouvement centripète, on était dans le mimétisme. Avec le mouvement centrifuge, on est plutôt dans l'éloignement total par rapport au canon esthétique français pour mieux s'affirmer en tant que littérature, non pas de la France. Ces propos-là me rappellent les propos de Katib Yassine lorsqu'il a dit j'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français. Déjà, en allant justement à travers ces propos, on voit tout ce mouvement-là se construire pour carrément s'éloigner de cette littérature-là. Et là, c'est comme on vient de le dire, c'est avec ce mouvement centrifuge que vont s'affirmer ces littératures. Elles sont convergentes par la langue française, mais elles sont divergentes par la création des imaginaires, lesquels s'alimentent du vécu quotidien et varient selon, bien sûr, l'espace et le temps, la diversité des situations géographiques et historiques, linguistiques et culturelles. Chaque espace francophone est un cas particulier. C'est pour ça qu'on dit les littératures francophones et non pas la littérature francophone. L'évolution de ce mouvement centrifuge est telle que dans les écrits des auteurs bilingues ou plurilingues de la sphère francophone, la langue française porte les traces de ces innombrables rencontres avec d'autres traditions orales et écrites. Lise Gauvin parle de surconscience linguistique chez ceux dont la sensibilité plurilingue transforme la langue dominante en la minorant au contact des autres idiomes. Et Abdelkébir Khatibi précise que la langue française n'est pas la langue française. Elle est plus ou moins toutes les langues internes ou externes qui la font et la défendent. Avec le concept de transcolonialisme pour désigner le rapport dynamique entre les langues et cultures, Françoise Lioni, justement, elle parle de culture mobile qui s'interpelle dans les marges des anciens empires. Ce mouvement transfuge est tel qu'il va donner naissance à une nouvelle vision de la littérature. Une littérature du décentrement total. C'est la littérature monde. Paru dans le journal Le Monde du 16 mars 2007, le manifeste pour littérature monde en français, signé par 44 écrivains de langue française, ce manifeste n'est qu'une reconnaissance tardive de la décentralisation de la création qui va en s'intensifiant aujourd'hui et qui réclame une réorientation urgente des discours critiques. Connu aussi sous le nom Manifeste des 44, ce document pose un diagnostic plein d'assurance sur l'usage enrichissant de la langue française au-delà de la France. Ces nombreuses inflexions régionales et mondiales demeurent une vaste terre fertile irriguée par les idiomes étrangers qui l'habitent et qui traduisent de vivantes cultures vernaculaires. Édité sous forme d'ouvrages collectifs, sous l'intitulé « Pour une littérature monde », l'appel à une littérature monde semble d'abord exprimer une double interrogation d'ordre identitaire. Le lien historique de subordination de la littérature dite francophone à la littérature française, la dénomination problématique ou pas d'un ensemble hétérogène d'écrivains de langue française. Selon les défenseurs du concept de littérature monde, exclusivement destiné à désigner les œuvres produites en français par des écrivains dont la langue maternelle n'est pas le français et dont la nationalité n'est pas française. Donc, les 44, comme on les appelle, ou pour les 44, le concept de littérature monde est valorisé par rapport à celui de littérature francophone. Le manifeste des 44 est sensible au fait que le centre est désormais aux quatre coins du monde, d'où le nom littérature monde. Il note avec force qu'en tant que thème, le monde revient et qu'il faut s'attacher à promouvoir ce retour. Il soulève des questions d'actualité plus d'un demi-siècle après Eric Auerbach, quand il a eu justement, il était le premier à proclamer que notre maison philologique est la terre, elle ne peut plus être la nation.
Déclaration à laquelle Édouard Glissant et Édouard Saïd font écho chacun à sa manière. Glissant, signataire du manifeste, précise qu'il écrit en présence de l'imaginaire des langues, toutes les langues du monde. On ne peut plus écrire son paysage ni décrire sa propre langue de manière monolangue. Bien évidemment, cette vision de la littérature monde a ses détracteurs et elle a aussi ses défenseurs, comme pour toute, je dirais, théorie ou vision. N'étant pas notre propos, nous n'insistons que dans cette intervention que sur le rôle de la dichotomie centre et périphérie qui en était à son fondement, que l'on peut présenter à la suite de Michel Lebris et Eva Amalsi dans ce tableau. Dans ce tableau, nous avons donc comme grands axes aspiration générale de la littérature francophone et de la littérature monde. Nous avons les soubassements idéologiques, c'est surtout ce point qui nous intéresse particulièrement. Nous avons également les moyens d'expression. Je pense que mon collègue il me fait le temps, etc. Donc je vais insister juste sur quelques éléments pour les besoins de l'explication. Si la francophonie, en s'attachant justement à l'exemple de la littérature française, elle tient à cette universalité, à la pensée du centre, la littérature justement monde, elle préconise ce décentrement, cette fin du pacte avec la nation. Elle préconise aussi acceptation d'un phénomène d'occidentalisation présenté comme un état de fait. Aussi idéalisation du monde, contrairement à la littérature dite francophone qui est au service d'une politique, et elle intègre même un système ou des systèmes, le système justement de la critique française, mais également au canon esthétique de la littérature française. Les moyens d'expression, j'insisterai particulièrement sur la littérature francophone, idéalisation du monde, aspiration à la reproduction des structures du monde anglophone, le monde anglophone ou anglo-saxon, notamment avec les États-Unis, qui ont donné un exemple, une nation multiethnique, multiraciale, multireligieuse, ainsi de suite, et qui évolue, on va dire, plus ou moins dans une certaine harmonie. Ils se disent tous américains. Ils ne se disent pas enfants d'émigrés de tels, comme il a été le cas pour les émigrés de la banlieue qui ont été stigmatisés même par cette appellation-là. Même si les stigmates existent, quand on voit l'actualité quand on voit l'actualité aux États-Unis, on voit parfois des problèmes quand même entre les Noirs américains. Regardez même, on dit Noirs américains, on ne dit pas Noirs africain, même si l'origine est l'Afrique. Justement, ce modèle-là, il a largement inspiré justement les défenseurs de la littérature monde. Elle préconise aussi la globalité, aspiration à la globalité de la culture française. Il inclut même la culture française dans la littérature monde. Donc, culture française, littérature française, avec les littératures aussi provenant des autres continents, mais s'exprimant en français. Avec la littérature monde, donc, nous clôturons cette intervention à travers laquelle s'est exprimé notre souci de démontrer l'apport fécond que la dichotomie centre et périphérie joue, non seulement au niveau du texte littéraire, mais également au niveau de la critique. Cette dichotomie-là, bien qu'elle puisse paraître simpliste, elle offre un cadre précieux pour analyser les dynamiques de pouvoir et les relations entre les cultures dans l'imaginaire littéraire, les divers sens qui lui sont accolés. Si vous remarquez depuis le début de l'intervention, on insiste sur cela, il y a des sens qui lui sont accolés depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et qui permettent de comprendre comment le texte littéraire ou les textes littéraires conçoivent les réalités sociales, politiques, historiques et culturelles de leur époque et comment ils contribuent à la constitution de l'identité, mais aussi de la mémoire collective. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Ortiran, pour votre intervention. Effectivement, on a beaucoup apprécié le fait que justement de ces notions, centre et périphérie, en remontant jusqu'à l'Antiquité pour signifier comment justement ces deux notions, centre et périphérie, ont évolué et jusqu'à notre actuelle modernité. Et ces deux notions donc sont complètement confondues dans la littérature monde, que nous appelons actuellement littérature monde. Et vous avez bien spécifié effectivement que les deux notions, centre et périphérie, il faut les aborder au pluriel, parce que quel centre pour quelle périphérie, n'est-ce pas? Très bien. Donc, sans trop tarder, nous ouvrons le débat. Si vous avez des questions à poser
au professeur Ortiran. Ou même Enrichissement. Voilà. que ce soit assez court. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup, professeur Ortiran, vous nous avez fait voyager. J'ai adoré, c'était magnifique. En fait, dans ma question, je vais m'intéresser à une autre littérature algérienne, puisque c'est celle qui nous intéresse beaucoup plus. En fait, la littérature algérienne, comme toutes les littératures, est sous-tendue par des considérations aussi bien politiques qu'idéologiques. Et franchement, aujourd'hui, à voir le paysage littéraire algérien, on a beau parler de décentrement, de mouvements dans la périphérie, etc. Il y a une réalité qui s'impose à nous, malheureusement, c'est que la France s'impose toujours à nous, voilà, et c'est pour des considérations éminemment politiques. C'est-à-dire, nos écrivains algériens, où est-ce qu'ils éditent? Bon, on édite en Algérie, bien entendu, mais à qui ils s'adressent? Et d'où nous parlent-ils? Surtout, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et où est-ce qu'ils les éditent? Voilà, aussi, où est-ce qu'ils éditent? Des grands noms. Mais d'où ils parlent? J'ai juste envie de souligner et de vous soumettre ça à la réflexion. Je pense que c'est dû à notre situation politique. Nous sommes sous des régimes qui n'ont rien de démocratique. Oh, personne ne peut s'exprimer ici, que ce soit les personnes ordinaires ou bien les grands écrivains. Et la preuve, quand à chaque fois que je découvre un écrivain algérien qui m'intéresse, où est-ce qu'il est? Il est en France. Je veux inviter un écrivain algérien. À qui dois-je m'adresser? Je dois m'adresser à la France. À qui la faute? Qui est le responsable? Voilà, on connaît les responsables, mais j'aimerais bien vous inviter à réfléchir sur ça. Merci, pour ne pas trop tarder. Merci. Merci beaucoup, docteur Zouagui. Donc, on va prendre une série de questions comme ça pour que le professeur Ortiran puisse répondre, synthétiser l'ensemble des questions. Je réponds avant d'oublier, juste par rapport à la réflexion de docteur Zouagui. Il y a certainement des raisons politiques très, très présentes, mais aussi des raisons commerciales. Hein. C'est aussi une affaire de marketing. Se faire connaître en France, c'est se faire connaître dans tous les pays qui s'expriment en français. Éditer en Algérie, pour les Algériens, bien sûr, pourquoi pas. Si on prend par exemple Kamel Daoud ou autres, ils ont commencé ici, mais après ils sont partis en France. Pourquoi? Il y a ce paramètre que vous avez souligné, mais je tiens à en parler parce que éditer un livre, ce n'est pas seulement une affaire d'idées, c'est aussi une affaire marketing. Donc c'est aussi pour se faire asseoir une certaine notoriété dans le monde, entre guillemets, francophone. Se faire connaître en France et se faire connaître en Algérie, en Tunisie, au Maroc, et même ailleurs, dans tous les pays, au Canada, dans tous les pays qui parlent français. Cette réflexion, si vous voulez, elle m'est inspirée aussi des chanteurs, hein, des chanteurs français, plutôt... quand on regarde le parcours un peu de certains chanteurs de notoriété internationale, par exemple, ils ont eu cette notoriété grâce à leur investissement en France, parce qu'ils ont un réseau de diffusion très important. Éditer en Algérie, ça reste en Algérie. Éditer en Tunisie, ça reste en Tunisie. Ça peut toucher un peu la périphérie de ces pays-là, mais pas au-delà. Éditer en France, se faire justement adhérer à des stratégies marketing très bien rodées. Quand on parle de l'édition française, hein, elle est très... Donc, effectivement, ça reste un centre, d'une façon ou d'une autre, et pour des raisons que vous avez évoquées, et bien d'autres, il me semble. Professeur Ortiran, donc on va prendre une série de questions. Docteur Karbou? Oui, bonjour. Celui-là, pardon. Ça serait bien de noter les questions. Professeur Ortiran, pour cette présentation. Juste pour continuer, justement, on a évoqué donc, la littérature beurre et la littérature maghrébine. Voilà, c'est-à-dire ces littératures-là, ils ont réussi quand même à transformer une certaine situation, c'est-à-dire d'un lieu d'un dire, ils étaient le lieu d'un dire au dire d'un lieu. C'est-à-dire les beurs, c'est-à-dire
ils commencent à écrire de leur situation, de leur quotidien, de leur culture, etc. Donc, est-ce que ces littératures, j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. Est-ce qu'ils ont quand même transformé notre vision justement de cette dichotomie-là, donc le centre et la périphérie? Est-ce qu'ils n'ont pas participé à avoir une autre vision par rapport à cette dichotomie-là? Merci. Merci. Donc, docteur Srer, oui. Bonjour, je vous remercie de m'accorder la parole. Je remercie aussi Madame Ortiran. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est dans le titre, le sens, comment dire, il est fertile. En tant que sémiologue, je m'intéresse au sens. J'ai compris à travers l'histoire justement de ce qui a été dit sur le centre et la périphérie. Moi j'ai compris que il y a une certaine révolte à travers le temps. Longtemps, la notion de centre, ou bien le terme de centre a dominé. Ce n'est que dernièrement, peut-être un siècle ou même pas, j'ai l'impression qu'il y a une révolte de la périphérie. Elle veut devenir le centre. Je veux justement comprendre le décentrement. Est-ce qu'il n'y a plus de centre? Parce que au niveau de l'harmonie, de l'équilibre, il faut toujours un centre. J'aimerais bien justement que vous nous parliez justement de cette fécondité et de l'avenir justement du centre qui a longtemps dominé dans l'histoire. Merci beaucoup. J'espère que je suis compris. Merci. Donc, une dernière intervention, peut-être, docteur Abdouab. Merci. Donc, je tiens à remercier notre collègue Madame Oueltianan. Merci pour votre exposé. J'ai aimé le fait de remonter un peu dans le temps pour un peu restaurer et mettre au point les deux concepts, à savoir périphérie et plutôt centre et périphérie. Par contre, je m'interroge pourquoi vous avez escamoté deux choses très très importantes, à savoir la lutte de classe, qui dit centre, ville, et par rapport à ce centre, il y a la périphérie. Donc il était toujours question de lutte de classe, et en même temps de la philosophie matérialiste. Pourquoi matérialiste? Tout simplement le monde de l'argent, le monde de la domination, du pouvoir. Vous avez parlé, j'ai aimé, du siège des dieux, de l'Olympe. Donc ça émane, c'est un pouvoir qui vient de Dieu. Par la suite, c'est un pouvoir humain. Qui dit pouvoir, donc il y a le pouvoir militaire, pouvoir de l'argent, etc. Bon, pour expliquer l'idée, sachant que la littérature est un objet immatériel, mais qu'on le veuille ou non, il est entretenu, il est produit, il est diffusé par le matériel. C'est un produit marchand. Donc, je ne sais pas si vous avez compris ma question. La question, c'est comment peut-on parler du centre et périphérie depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui sans évoquer cette violence de lutte de classe et du pouvoir, entre guillemets, de l'argent. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, je remercie mes collègues. Alors, je vais commencer un peu dans l'ordre et de façon générale. Quand on a parlé tout à l'heure de littérature de la banlieue, effectivement, elle a déjà ses conditions d'émergence. Si on s'interroge, pourquoi à un moment donné, les enfants issus de l'immigration sont-ils mis à écrire des récits fortement autobiographiques, Eh bien, parce qu'il y a eu une pression, il y a eu une mise à l'écart par rapport à un centre, C'est des Français de nationalité sur les papiers, administrativement parlant, mais culturellement parlant, ils ont vécu une exclusion terrible. C'est pour ça, tout à l'heure, j'insistais sur le mot stigmate. Ils portent vraiment les stigmates de leur culture. Ces stigmates-là, ils sont de l'ordre de la parole déjà. Comment ils sont traités par les Français de souche. S'il y a Français de souche, mais eux, ils se considèrent ainsi. Cette littérature de la banlieue, déjà, elle est née dans des conditions politiques.
Elle est née au moment où Sarkozy menait sa campagne. Il voulait s'affirmer en tant que tel. Oui, je suis issu de l'immigration, comme vous le dites, mais nous sommes aussi des Français. Parce qu'en vérité, pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont jamais connu les pays d'origine de leurs parents. Donc, ils ne connaissent réellement parlant que cette banlieue qui est pour eux la France. C'est ce qui a obligé, elle a réussi quand même à faire bouger les choses, hein, c'est ce qui a obligé certains hommes politiques à s'avancer sur ce terrain-là, tant craint par la couche des politiciens français dans le temps. C'est ce qui a poussé un certain candidat qui s'appelle Sarkozy à aller marcher dans la banlieue, à rencontrer les gens de la banlieue. Donc, cette littérature, elle n'est pas confinée justement dans les étagères des bibliothèques ou autres. Comme toute littérature, elle a poussé à une certaine prise de conscience. Et effectivement, j'ai cité tout à l'heure Azouz Begag, et c'est une preuve qu'il a réussi à faire bouger les choses, puisqu'il a intégré le gouvernement français. Donc, cette littérature, comme je viens de le dire, qui est née, comme la plupart des littératures, d'une tension, d'une pression, et qui a trouvé le moyen d'expression par excellence. Je reviens à monsieur, à mon cher ami, Abdel Fattah, je t'appelle Fattah d'habitude, voilà. J'ai pas escamoté, j'ai suivi une logique, une certaine logique. Si je dois parler maintenant des luttes de classe, rien que pour le roman du 19e siècle et de la théorie marxiste, et si je dois parler que de cela, ça ferait l'objet carrément de plusieurs interventions. Donc je vous remercie d'avoir attiré l'attention sur cela, puisque quand on évoque, puisque j'ai eu à évoquer l'évolution de la littérature française, la lutte des classes est liée. J'ai évoqué tout à l'heure Balzac, les paysans de Balzac, ainsi de suite, c'était qu'un clin d'œil. Et sincèrement, quand j'ai réfléchi sur cette intervention-là, j'ai dit, dans les interventions, certainement, on va me parler de cela. Et je vous remercie de parler de cela, parce que exactement cette révolte par rapport au centre, c'est pas une révolte juste parce que je jalouse le centre, parce que le centre a exercé une domination terrible, une domination des plus tyranniques. C'est ce qui a poussé à cette lutte des classes, c'est ce qui a c'est ce qui a joué en la faveur d'une certaine littérature qui a voulu exprimer tout cela. On l'a dit à la fin de l'intervention, c'est un reflet, je ne vais pas dire fidèle reflet, parce que ça transforme, etc., de la vie sociale, de la vie politique, de la vie intellectuelle d'une société donnée ou des sociétés données. On est à l'ère de la mondialisation. Il y a cette tension qui est toujours vécue. Peut-être la lutte des classes n'est plus comme d'antan, mais elle y est toujours. Et effectivement, certaines classes, elles veulent rendre la périphérie centre. Dans la littérature, les notions de centre et périphérie sont des notions très fluctuantes, très flottantes même. Très flottante même. Tout à l'heure, nous avons souligné cela, que le centre ne reste pas toujours centre et la périphérie ne reste pas toujours périphérie. Même dans cette littérature monde, quand on dit oui, c'est une littérature qui, comme on dit en arabe, n'est pas une littérature de la périphérie, on traite de tout, même si on s'exprime en français, il n'y a pas de centre, ainsi de suite. N'y a-t-il pas ici prétention de vouloir se constituer aussi en centre? La question reste ouverte. Voilà. Merci, professeur Ortiran. Peut-être deux questions pour respecter un petit peu le timing du programme. On aura certainement l'occasion de revenir à discuter davantage autour de cette problématique. Donc, deux questions. C'est pas une question du tout. Une petite intervention? Bien sûr, oui. Et la littérature. Oui, merci. Alors, juste, je trouve très intéressante la réflexion de Madame Zouagui par rapport au pouvoir qu'exerce la France toujours en Algérie, enfin sur nous, les ex-colonisés. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que pour moi, il y a un décentrement réel en ce moment.
Et le monde bouge, donc la France n'est plus au centre du monde. On prend connaissance et conscience de la faiblesse de la France, et je vais m'en expliquer. Alors d'abord, moi je pense en termes de prix littéraires. Par exemple, il y a le prix Goncourt, qui était le prix, voilà, c'était une institution centrale, prestigieuse, etc. Mais aujourd'hui, le prix Goncourt, comment on dit, il s'est extériorisé, c'est-à-dire il y a des mini-prix Goncourt qui se passent un petit peu dans le monde, notamment en Algérie. Tout à fait. Donc on n'est plus au centre, le prix Goncourt, on n'est pas obligé de passer par la France pour avoir le prix Goncourt. Il y a ça, et puis il y a d'autres idées, par exemple, je pense aux maisons d'édition. Avant, dans les années 50-60, les auteurs devaient passer par la maison du Seuil en France. Aujourd'hui, il y a tellement de maisons d'édition en Algérie, et nos auteurs se font connaître grâce à nos maisons d'édition. Et puis, il y a Casbah, il y a Berserk, il y en a pas mal. Donc, on n'est pas obligé de passer par une maison d'édition française pour se faire connaître. Il y a les réseaux sociaux également, qui aident justement à l'auteur de se faire connaître sans pour autant passer par une maison d'édition française. Il y a également dans la thématique et dans l'écriture, au sein de l'écriture, il y a ce qu'on appelle l'hybridité culturelle, identitaire, générique. On n'est plus dans l'écriture française telle qu'on a connue dans les années, encore une fois, des classiques. C'est nos classiques à nous, c'est Dib, Mamri, etc. Donc je voulais également parler de la thématique de la déterritorialisation, qui est une thématique aussi qui va dans le cheminement de la réflexion du postcolonialisme. Quand on parle de centre et de périphérie, on ne peut pas ne pas aborder le postcolonialisme comme réflexion, non pas comme une durée de temps, c'est-à-dire un axe temporel après le colonialisme, mais comme réflexion. Alors, quand on parle de postcolonialisme, c'est vraiment la transgression des frontières centre-périphérie. Centre-périphérie, ça veut dire dominant-dominé, nord-sud, colonisateur-colonisé, homme-femme, peu importe. L'essentiel, c'est quand il y a une frontière entre deux forces, un conflit de forces. Et la réflexion du postcolonialisme, c'est justement de travailler cette dichotomie dominant-dominé. Il y a un auteur que j'apprécie particulièrement, c'est Abderrahmane Waberi, qui a écrit un roman intitulé Les États-Unis d'Afrique, où il a imaginé un monde où le pouvoir, c'est le Sud, c'est nous, c'est l'Afrique. Et il a complètement inversé les règles du jeu, en imaginant justement un pouvoir où le centre est décentré. Voilà, je vous remercie. Professeur Fatmi. Donc la réflexion va continuer certainement, donc on reviendra juste après. Je vous invite à prendre une petite pause café à côté. Après on va rejoindre les deux ateliers qui vont se passer ici même et à côté de la salle. Merci beaucoup.